Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet dont j'avais déjà parlé en deuxième épisode de ce podcast qui s'appelait les compulsions alimentaires. Mais dedans, je vous racontais pas exactement toute mon histoire avec ça. Donc aujourd'hui, maintenant, j'appelle plutôt ça la faim extrême, qui est vraiment le nom beaucoup plus approprié dans la guérison d'un trouble alimentaire restrictif comme l'anorexie. Et c'est un sujet dont pas mal de personnes me parlent, pas mal de personnes traversent. Donc du coup, j'ai eu envie de refaire un épisode là-dessus où je raconte en fait toute mon histoire. Parce que c'est aussi, ça permettra peut-être à certains d'entre vous de se reconnaître et du coup de savoir de quoi il s'agit, ce que vous vivez. Voilà, et puis surtout la faim extrême, c'est la chose la plus compliquée que j'ai eu à traverser dans tous mes troubles alimentaires, mais c'est pour moi aussi cette période qui m'a beaucoup aidée à guérir de l'anorexie. Alors je suis quand même partagée entre en parler ou non, parce que d'un côté en fait j'ai peur que ça fasse peur justement à ceux et celles qui sont en guérison mais qui vivent pas la faim extrême. Je voudrais pas que ça leur fasse encore plus peur, qu'ils aient peur de le vivre. Et en même temps, les fois où j'en ai parlé, comme je dis, à chaque fois j'ai des retours positifs de personnes qui me disent « Ah mais ça m'a trop aidé, etc. » Donc du coup j'ai quand même fait le choix de faire cet épisode. Mais je tiens quand même à rappeler en préambule que tout le monde ne vit pas la faim extrême, c'est pas une étape indispensable par laquelle il faut passer pour guérir des troubles alimentaires. Donc si tu écoutes ce podcast et que tu ne connais pas la faim extrême, vis dans l'instant présent. Je sais que généralement on a tendance à vachement anticiper les choses, à essayer de voir tout ce qui pourrait se passer, mais c'est pas parce que je l'ai vécu que tu vas le vivre. Et si jamais tu le vis, dis-toi que sache que chaque personne le vit à sa façon. Et certains le connaissent de temps en temps, certains le connaissent avec une plus ou moins forte intensité. Donc voilà, c'est pas parce que je l'ai vécu comme ça, que ça a duré autant de temps, que ça a pris cette forme-là, que tu vas le vivre de la même façon. Vraiment, c'est propre à chacun, la guérison, le parcours de guérison est propre à chacun. Je voulais aussi dire que on parle de faim extrême, mais en fait, une fois on m'a dit en fait, en réalité, c'est plutôt une faim réparatrice ou une faim adaptée, et j'ai trouvé ça hyper pertinent et carrément plus approprié, parce que, en effet, extrême, ça peut vraiment paraître péjoratif, violent. Limite ça fait peur, ça fait peur en vrai, le terme me fait peur et en réalité c'est une faim complètement normale de ton corps suite à ton trouble alimentaire en fait. Bon allez, sans plus attendre, je commence par te raconter mon histoire avec la faim extrême. J'ai connu la faim extrême assez rapidement en fait dans mon parcours avec les troubles alimentaires, dans l'anorexie, sauf que du coup comme je disais en introduction, je savais pas que ça s'appelait comme ça et ça fait moins d'un an, bon allez un peu plus d'un an quand même, que maintenant je parle de faim extrême, mais avant j'appelais ça les compulsions alimentaires. Si t'as écouté mon épisode de podcast où je raconte mon histoire avec les troubles alimentaires, c'est le premier, tu te souviens peut-être que je suis tombée malade en 2015, et du coup en fait c'est en fin 2016 que j'ai commencé à me sentir une faim extrême, donc c'était à peu près 1 an et demi après le début de l'anorexie. Et en fait à ce moment-là, elle était pas si extrême que ça au vu de ce que j'ai connu après, mais elle se déclenchait en post-prandial, donc c'est-à-dire au moment des repas ou juste après un repas, vraiment juste après. Donc souvent je me resservais en pain, en pommes, en yaourt, c'est vraiment les 3 éléments sur lesquels je compulsais du coup entre guillemets. Parfois je reprenais 2-3 tartines de pain, 1 ou 2 pommes en plus, et parfois je prenais 10 pommes en plus et je finissais tout le paquet de pain. Ça dépendait vraiment des fois. Mais après ça, j'avais une culpabilité qui me rongeait, qui était tellement intense que ça me gâchait vraiment ma journée. C'était impossible de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Et du coup, en fait, je finissais même par appréhender de manger parce que j'avais peur qu'il y ait une compulsion qui se déclenche, en fait. Mais à ce moment-là, j'arrivais malheureusement à avoir le contrôle. Je dis malheureusement parce que au fil de ma guérison, j'ai compris que au plus je pensais avoir le contrôle, au plus en fait c'était le trouble alimentaire qui prenait vraiment le dessus sur les véritables besoins de mon corps. Et mon corps d'ailleurs allait reprendre justement le contrôle de ses besoins tôt ou tard par cette faim extrême. Et du coup c'était souvent vachement difficile à vivre pour moi quand ça venait. Et à chaque fois que ça arrivait, je pensais que c'était vraiment un manque de volonté. Je faisais pas le rapprochement entre le fait que mon corps puisse avoir faim, qu'il puisse avoir besoin de ça, ou du moins, je pense que je pouvais pas concevoir que mon corps ait autant besoin d'énergie plutôt.
J'avais essayé de chercher des astuces sur internet et je tombais tout le temps sur des termes de fringales, de boulimie, d'hyperphagie. Et ça correspondait pas vraiment à ce que je vivais et même ça me faisait peur en fait. J'étais vraiment perdue. J'essayais de manger de façon plus intuitive, d'essayer d'écouter vraiment mes sensations de faim et de satiété, sauf que comme on le sait, avec les troubles alimentaires, vraiment ces sensations-là, elles sont détraquées. J'essayais d'enlever les distractions, de pas manger devant la télé, de manger dans le calme, de faire de la relaxation juste avant, tout ça, mais rien n'y faisait vraiment, ça, je n'arrivais pas, j'avais très souvent des périodes de compulsion alimentaire, mais cela dit, à ce moment-là, c'était quand même rare, dans le sens où j'en avais une fois par mois, voire tous les 2 mois. Mais ensuite, ma faim extrême, elle s'est intensifiée. Alors pas du jour au lendemain, hein. Ça s'est fait petit à petit. Entre-temps, du coup, la restriction, elle a augmenté. Et cette fois-là, du coup, je vous parle de un peu plus d'1 an après, donc en 2018. J'avais déjà fait une hospitalisation, une première hospitalisation, où j'avais rechuté même pas 1 mois après être sortie. Et donc là, je vous parle du coup de janvier 2018, vers la fin du mois. Et en fait, le 1er de l'an, je me rappelle que j'avais fait le vœu de guérir cette nouvelle année. Et en fait, les 2 derniers mois de 2017, donc novembre et décembre, la maladie, elle m'avait vraiment anéantie. J'avais extrêmement peur des fêtes de fin d'année. Je suis une grande fan de Noël, mais pour autant, cette année-là, c'était le pire Noël de ma vie. Tellement, en fait, la maladie, elle me stressait. Ce qui fait que du coup, j'ai augmenté la restriction et mon corps, il n'en pouvait plus. Il était en détresse physique, mentale, émotionnelle, enfin vraiment en totale détresse. Et je me souviens même que j'ai demandé à ma mère de me ramener dans mon appartement le lendemain de Noël, donc j'étais seule le lendemain de Noël, alors que tous les vacances de Noël, j'adore les passer avec ma famille, au coin du feu, dans une ambiance chaleureuse et tout. Et là, je fuyais les autres en fait, je me renfermais sur moi-même. Et je me souviens d'ailleurs que lorsque ma mère m'avait amenée dans mon appartement à Lille, je pleurais, parce que je savais qu'une fois seule, l'anorexie, elle allait me dévorer d'autant plus en fait. Parce que, comme je dis souvent, la solitude, c'est un peu la meilleure amie de l'anorexie. Et du coup, c'est à partir de mi-janvier, donc mi-janvier, fin du mois, que j'ai connu une phase de faim extrême très violente. Après, je dis violent, mais tout est relatif, parce que de mon point de vue, en tant que personne souffrant d'anorexie, c'était violent. Mais en vérité, aujourd'hui, je prends beaucoup de recul, j'ai pris beaucoup de recul, et je sais que c'était totalement mesuré, au vu du passé restrictif et des carences d'énergie que mon corps subissait, en fait. Sauf que du coup, comme je rappelle, à ce moment-là, je connaissais pas la faim extrême, donc je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas mon corps, je me comprenais pas moi-même. J'avais pas faim, enfin je pensais ne pas avoir faim, mais je pouvais rien faire d'autre que manger. Enfin vraiment, je ne pensais qu'à ça, et même quand physiquement j'avais super mal au ventre, je continuais de manger. J'ai quand même compris que mon corps était restreint, donc j'essayais d'augmenter mes apports, mais en réalité, pareil, à ce moment-là, je pensais que j'augmentais mes apports, mais j'augmentais pas du tout assez mes apports au vu de ce que mon corps avait besoin. Et du coup, ça m'ouvrait l'appétit en fait quand je mangeais, donc pareil, à chaque fois j'avais peur de manger parce que je me disais ça va augmenter, ça va encore créer des compulsions. Et je m'autorisais pas à acheter quoi que ce soit sur lequel je pourrais craquer entre guillemets. Donc du coup, mes compulsions, mes crises à ce moment-là, ça se passait dehors, donc dans les boulangeries, dans les magasins. Et j'allais vers tous les aliments que je redoutais, donc des céréales, des gâteaux, des muffins, des viennoiseries, de la glace, etc. Tout ce qui était sucré en fait me donnait envie. Et je comprenais pas comment je pouvais avaler autant de nourriture. J'avais vraiment mal au ventre, mais vraiment mal au ventre quoi. J'avais la sensation que j'allais exploser. Et pourtant, je continuais de manger, d'acheter, de manger. Et je me disais, mais vraiment, mais t'es conne, c'est pas possible, t'as pas de volonté. Vraiment, je me disais ça en fait. Et d'ailleurs, j'ai dépensé tellement d'argent dans cette phase, mais je calculais pas, j'étais plus moi-même. Et je voulais pas acheter ces aliments qui me donnaient envie parce que je voulais pas me les autoriser. Donc quand je dis que je voulais pas les acheter, je voulais pas les acheter pour les mettre chez moi. Je voulais pas les garder chez moi parce que je me disais que si je les avais chez moi, je compulserais d'autant plus. Donc je les ai achetés quand même, mais pour les manger sur le moment même. Et je les mangeais même pas en totalité, enfin. Bon, je vais plus expliquer. Mais en fait, déjà, le fait de pas vouloir les acheter pour les avoir chez moi, moi, je me disais, c'est mieux, c'est la bonne chose à faire, mais en fait, ça a augmenté le caractère restrictif de ces aliments, ce qui engendrait encore plus de faim extrême, en fait, quand je me trouvais notamment face à ces aliments-là. Mais du coup, comme je les voulais pas chez moi, mais que j'avais quand même terriblement faim, à chaque fois, j'allais dans la rue. Je me rappelle qu'il y a des matins où vraiment je me levais et direct, je partais dans la rue. J'étais dans un état de stress, mais vraiment un état second, en fait. Je commençais toujours par les boulangeries, parce que le pain, on va dire que c'est à peu près le seul aliment sur lequel je m'autorisais à peu près à compulser. J'ai acheté un premier pain dans une boulangerie, je croquais quelques crocs dedans, quelques bouts, et après je le jetais. Et je le jetais parce que je me disais, faut pas que tu le gardes en main, faut pas que tu le manges. Mais sauf que j'avais encore faim, donc je retournais dans une autre boulangerie, et je rachetais encore un autre type de pain, et je recommençais. Je jetais, je rachetais, etc.
J'avais besoin de goûter à tout ce que je ne mangeais plus en fait, tous ces types de pains qui me donnaient envie. Et dans la queue, lorsque je réfléchissais à ce que j'allais acheter dans la queue de la boulangerie, j'étais perdue face au choix qu'il y avait. Mais vraiment, c'était impossible de me parler à ce moment-là, mais de toute façon, j'étais tout le temps tout seule quand je faisais ça. Mais c'est comme si il fallait absolument que ce que je mange soit incroyable en bouche, alors que lorsque je le mangeais, je le savourais même pas en fait. Donc voilà, je mangeais de plus en plus en termes de quantité à chaque nouvelle boutique que je faisais, mais je ressentais jamais cette sensation de satiété. Ou alors parfois, je commençais à avoir mal au ventre, mais pour autant, j'avais encore ce besoin de manger, alors que j'avais pas l'impression d'avoir faim. Enfin, c'était vraiment hyper ambivalent. J'étais en stress, je mangeais debout, en marchant, je mangeais quelque chose et je pensais déjà à ce que j'allais manger après. Voilà, c'était assez ouf. Et après les boulangeries, à chaque fois, je passais au rayon de supermarché, où là, j'achetais des gâteaux, des céréales, et pareil, je les mangeais debout dans la rue, enfin, dans un paquet de céréales, c'était assez incroyable. Je mangeais 1 ou 2 gâteaux, je le jetais, je retournais dans un autre magasin, je rachetais d'autres gâteaux, etc. Dans le rayon, pareil, j'étais dans un état de stress. Enfin, c'est comme si que, waouh, il y a un choix incroyable de choses. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie, que je n'ai pas mangé depuis 3 ans. Enfin, c'était fou, mais c'était vraiment ça ce qui se passait dans ma tête. Et à la fin de mes compulsions, à chaque fois, je finissais dans des Starbucks ou des Notting Hill. Enfin, c'était ce qu'il y avait autour de moi. Et en fait, j'ai acheté des cookies et des muffins. Mais c'était ça, en fait, que je voulais depuis le début. C'était les muffins et les cookies qui me donnaient vraiment envie, mais que je m'autorisais pas. Et dans le fond, je le savais, qu'en réalité, il fallait que je mange ça en premier, mais j'arrivais pas, j'y arrivais pas. Et ça, tout ce que je viens de te raconter, je le répétais tous les 2 jours. Je sais que le comportement alimentaire là que je viens d'expliquer, la façon dont je faisais mes compulsions, ça a créé beaucoup de gaspillage alimentaire. Je le sais, et vraiment, je t'assure que si j'avais pu ne pas le faire, je l'aurais pas fait. Mais c'était plus fort que moi, c'était vraiment la maladie là qui prenait le dessus. Et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de donner mes restes, sans que ce soit mangé ou quoi, hein, mais à des sans-abri par exemple. Bref, j'ai tellement fait de compulsions dans certaines rues qu'il y a des rues où mon corps se souvient, je pense, et il se sent mal en fait quand je les traverse, ces rues-là, de nos jours. Donc pour ceux qui connaissent Lille, parce qu'à ce moment-là j'étais à Lille, c'était notamment les rues Fédherbe, Nationale, rue Béthune. Et malheureusement, c'est dommage, mais c'est un peu le centre de l'île, donc quand j'y retourne parfois, ce qui est rare du coup, je suis presque obligée d'y passer, donc c'est assez douloureux, mais corporellement, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment genre je le ressens dans mon corps en fait, ces émotions-là. Enfin bref. Et du coup, à ce moment-là, j'étais une fille très studieuse, très pro. C'est un peu mon caractère, mais à ce moment-là, j'étais en master d'une école de commerce, et je faisais mon rythme, c'était 3 semaines en alternance, 1 semaine en cours, donc 3 semaines en entreprise. Et 1 semaine à l'école. Et quand j'étais à l'école, je dévalisais les distributeurs automatiques. J'avais tellement honte, parce que je me disais, les autres ils devaient se dire, ah bah la fille qui paraissait anorexique et qui bouffait rien, ça y est, elle se met à manger des dizaines de gâteaux. Mais ça c'est évidemment ce que je pensais. Je sais pas si en réalité il y a des gens qui se sont dit ça, je pense que quand même oui. Parce que j'étais très stressée au moment où je l'ai mangé, j'étais vraiment trop bizarre quoi. Parce que j'étais pas à l'aise avec moi, mais je sais aussi qu'en général on projette nos peurs sur les autres. Donc je pensais ça de moi, donc du coup j'avais peur que les autres pensent ça de moi en fait. Et les 3 semaines où j'étais en alternance, donc en entreprise, je bossais à la Voie du Nord, donc c'est sur la Grand Place, donc c'est au centre. Et en fait je partais plus tôt de chez moi pour avoir le temps de faire ma compulsion. C'est comme si que je la prévoyais, même si je la voulais pas en fait. C'était encore une fois super ambivalent. Un jour je me suis arrêtée de faire ma compulsion pour aller au boulot, parce qu'il était l'heure. Alors que pareil, d'habitude j'arrive tout le temps vachement en avance, sur au moins 20 minutes en avance. Et là je suis arrivée à pile du coup. Et une fois que je suis arrivée au boulot, comme j'étais tellement encore dans ma compulsion, j'avais encore tellement envie de manger, c'est comme si que genre ça bouillonnait encore en moi, que je suis repartie en laissant toutes mes affaires. Donc j'ai dit à ma manageuse, j'ai quelque chose à faire en bas, j'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour 15 minutes. Et je pensais que genre j'allais acheter un dernier truc et j'allais remonter. C'est ce que je m'étais dit dans ma tête, sauf que ça s'est pas arrêté à un seul truc. Et du coup, 1 heure et demie plus tard, j'ai pris mon portable et là j'ai vu une dizaine d'appels de mon équipe qui s'inquiétaient à mort, qui se demandaient où est-ce que j'étais. Et en fait, j'avais même pas vu le temps passer. Tellement j'étais dans un état second, enfin ça c'est vraiment... Moi je me rappelle ce jour-là, ça m'a vraiment choquée et ça m'a vraiment montré à quel point, genre la faim extrême, elle avait une puissance incroyable sur moi quoi. J'étais tellement dans un état second dans ces moments de crise que ça devait se voir en fait. Et d'ailleurs je me souviens du regard des autres. C'est-à-dire que comme c'était dans la rue, forcément c'était aux yeux de tous. Et certains devaient connaître ça je pense, parce qu'ils me regardaient avec empathie, mais il y en a d'autres qui clairement me regardaient comme si que j'étais folle, enfin je sais pas s'ils se disaient mais elle est folle, mais ils devaient se dire oula il y a un truc qui va pas chez elle quoi. Et en fait, j'avais vraiment, moi, la sensation d'être folle. Donc, encore une fois, je projetais ça sur les autres, mais voilà. Et puis, il y avait aussi des gens, en fait, qui travaillaient dans les boulangeries, les magasins, les salons de thé où j'allais tout le temps, parce que parfois, j'allais genre 2 ou 3 fois dans ces enseignes-là le même jour, à quelques minutes d'intervalle. Donc,
J'avais tellement honte, vraiment, c'est vraiment hard comment j'avais honte. Bref, je rentrais chez moi après et j'étais épuisée, comme s'il y avait une tornade qui venait de me dévaster de l'intérieur. Je me retrouvais seule dans mon appartement avec toute la culpabilité qui soit, et j'appelais ma mère en pleurant, et j'avais des douleurs horribles au ventre qui m'aidaient clairement pas à accepter ces compulsions. Je me sentais énorme, sale d'avoir mangé tout ça, mon corps il me dégoûtait, la nourriture ça me dégoûtait, et je ruminais constamment en repensant à tout ce que j'avais mangé. J'établissais même un plan pour contrebalancer tout ça avec de la restriction, du sport, et du coup j'enchaînais généralement ces compulsions avec de nombreuses heures de compensation. Donc évidemment, grosse erreur, mais le trouble alimentaire était encore trop fort et j'avais surtout pas les bonnes clés pour faire face à la faim extrême à ce moment-là. J'étais à bout, je me sentais seule, incomprise en fait, parce que personne de mon entourage ne vivait ça, donc personne ne pouvait vraiment comprendre. Et je me demandais comment j'allais pouvoir arrêter ce cercle vicieux infernal des compulsions restrictions. Et c'est là que j'ai demandé une nouvelle hospitalisation. Donc là, on est en février 2018. Et en fait, je me disais, j'ai besoin de me sevrer de ces crises, parce que j'étais persuadée que là, en fait, j'étais en train de devenir boulimique, quoi. Donc évidemment, durant cette hospitalisation, impossible de faire des crises, puisque les repas sont supervisés. Mais à peine 15 jours après être sortie de ces 3 mois de cette deuxième hospitalisation, les crises, elles sont revenues. Donc là, on est en juin 2018. J'avais rendu mon appartement à Lille. Donc cette fois, j'habitais chez mes parents, donc plus à Lille, plus en ville. Et là, lorsque ça me prenait, du coup, je partais en voiture dans les magasins les plus proches et je reproduisais exactement la même chose qu'en janvier dernier. J'achetais plein de choses que je mangeais dans ma voiture parce que j'avais pas le temps en fait d'attendre d'être chez moi, c'était ouf, mais je mangeais alors que je conduisais et tout. Enfin, encore une fois, je revois les images dans ma tête et j'étais vraiment dans un état second. Enfin, j'avais cette sensation-là, hein, évidemment. Et je parcourais vraiment des kilomètres pour tester plein de nouvelles enseignes parce qu'il y avait plein de choses qui me donnaient envie. C'est tout des choses que mon corps n'avait pas mangé depuis 3 ans, quoi, encore une fois. J'étais chez mes parents et ma mère, elle achetait pas mal de gâteaux pour les goûters de mes petits-neveux. Et un soir, alors que j'avais déjà fait une compulsion au matin, j'ai commencé à dévorer tous leurs goûters. Et c'est là que j'ai commencé à manger ce qui se trouvait chez mes parents. C'est de là que de 1 crise par jour, je suis passée à 2, voire 3 crises quotidiennement. Et ma journée après, j'ai eu des moments où ma journée se résumait à faire une crise, dormir, pleurer, avoir mal au ventre, rebelote, faire une crise, dormir, pleurer, avoir mal au ventre, etc. C'était vraiment, je pense que là, j'étais à l'apogée de la période la plus compliquée de mes troubles alimentaires. Je précise juste, petite indication, que je ne me faisais pas vomir à cette période. Plus tard, j'avais essayé, quelques mois après, de me faire vomir 2 ou 3 fois, 3-4 fois max. Mais c'était pas du tout quelque chose de récurrent. Je le précise parce que j'arrête pas d'employer le terme crise, qui est pas forcément approprié, parce que vraiment c'était de la faim extrême, et je dis crise parce que les émotions étaient très intenses, très violentes à vivre, et ça se transformait entre guillemets en crise parce que justement j'acceptais pas cette faim extrême qui était complètement normale. Mais à ce moment-là, je n'en avais pas encore assez conscience. Et comme parfois on associe un peu le terme crise à vomissement, non, c'est pas automatique, et en tout cas c'était pas mon cas. Ensuite, je voulais dire aussi qu'il y avait pas mal de comportements que j'avais honte. Enfin, globalement, cette faim extrême, j'en avais vachement honte. Et je trouve que on ne parle pas parfois du regard des autres pendant cette faim extrême. Globalement, dans les troubles alimentaires, c'est compliqué, mais pendant la faim extrême, c'est aussi compliqué. Parce qu'on a vraiment... on culpabilise tellement et tout qu'on fait des choses que... vraiment, on se dit, mais what ? Par exemple, j'avais toujours cette façon de manger bizarrement, donc de me croquer dans un bout, de jeter, puis de reprendre d'autres choses. Et de recommencer, de croquer dans un bout, de manger 1 ou 2 gâteaux, ensuite de jeter, etc. Et là, comme j'étais pas du coup en ville, donc j'avais pas des magasins à volonté pour acheter, arrivait parfois où j'avais écoulé le stock des gâteaux, mais il y avait encore ces gâteaux que j'avais croqués et que j'avais jetés au-dessus de la poubelle. Et du coup, ça peut paraître très répugnant et salé, mais je retournais en fait dans la poubelle, chercher ce que j'avais commencé à manger. Enfin, c'est assez hard et j'en ai hyper honte encore aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui je sais que c'était la maladie. C'était le fait que j'étais en train de me battre contre un trouble alimentaire. Mais voilà, ça clairement j'en avais vachement honte et autre chose. Parfois je me levais la nuit pour aller manger aussi. Et sauf que encore une fois je vivais chez mes parents, donc j'essayais de pas faire de bruit parce que j'avais pas envie de réveiller ma mère, et une fois c'est arrivé, ma mère s'est levée et je sais pas comment décrire le sentiment de honte que j'avais quand elle m'a découvert en train de manger tout ça. Et c'est aussi dur aussi parce que justement nos proches ils comprennent pas. Mes parents ils sont passés d'un stade où je mangeais presque rien, je mangeais essentiellement des fruits et des légumes, à un stade où je mange énormément d'aliments sucrés, gras,
où je mangeais très vite, etc. Et je me rappelle que mon père, lui, il comprenait pas, il me disait mais tu devrais manger un peu plus de fruits et légumes, c'est meilleur pour ta santé. Enfin, genre, horrible. Commentaire horrible, évidemment. Après, il comprenait pas ce qui se passait. Mais je pense que c'est aussi hyper important que les proches connaissent ça, parce que sinon, ils font des remarques qui sont encore plus difficiles à vivre, quoi. Bref, du coup, là, je savais plus quoi faire. J'avais la sensation que, encore une fois, ça s'arrêterait jamais. J'avais demandé à ma mère de prendre tout mon argent, ma carte bleue. Mais j'avais fini par réussir à voler de l'argent à mes parents, donc je lui ai dit empêche-moi de partir de la maison. J'ai fini par fuguer par la fenêtre. Je lui disais cache tout ce qui pourrait se trouver dans la maison et qui pourrait me donner envie, et j'ai fini par retourner, entre guillemets, j'ai pas retourné la maison, mais à chercher partout en fait et à trouver ce que j'avais envie. Enfin voilà, ça prouvait à quel point j'avais faim et à quel point mon corps en avait besoin, quoi. Et je voyais que mon corps commençait à changer. Je rentrais plus dans un jean, ça a été super dur, j'en ai vraiment pleuré. Mais j'avais vraiment peur à ce moment-là, je me disais mais ça y est, je reprends du poids, je mange tous ces aliments, pourquoi mon corps il continue d'avoir besoin de manger comme ça? Et ça continuait quoi, et j'avais peur, je me disais mais ça va jamais s'arrêter, je vais grossir indéfiniment, c'est pas possible, j'ai complètement traqué mon corps, enfin... C'était vraiment une période très 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 compliquée, je pouvais pas compter, parce que pendant mes compulsions je comptais pas ce que je mangeais, en termes de calories je parle, mais parfois j'arrivais à plus de 10 000 calories par jour, vraiment. Et en fait, je vous en avais parlé là dans l'expérience du menée dans le Minnesota, qui est aussi un épisode de podcast, mais c'est pas déconnant du tout, cette quantité-là, puisque eux-mêmes atteignaient parfois des 11 000 calories par jour. Petite parenthèse, mais du coup voilà, je mangeais vraiment beaucoup, je mangeais du matin au soir, je pensais qu'à ça, j'étais attirée par du sucre tout le temps, du coup je me disais mais je deviens addict au sucre en fait, ou alors je suis hyperphagique, ou mangeuse émotionnelle, je sais pas, ou peut-être que juste en fait je prends une mauvaise habitude. Je me demandais aussi, est-ce que t'as vraiment faim? Pour moi, c'était impossible d'avoir faim au vu des quantités que je mangeais, au vu du mal de ventre que j'avais aussi. Et à chaque fois que je faisais une compulsion, je me disais, allez, c'est la dernière, maintenant je me reprends en main et tout. Mais c'était jamais la dernière en fait. Mais tout ce que je viens de te dire là, tous les comportements aussi dingues qu'ils puissent être, que je viens de te parler, c'est normal. C'est de la faim extrême. Et encore une fois, dans l'expérience du Minnesota, il prouve à quel point c'est normal pour le corps humain, quand il a été restreint, de réagir de cette façon. Alors après, encore une fois, je dis pas qu'il faut absolument passer par là pour guérir, je dis pas non plus qu'il faut avoir exactement la façon dont moi je l'ai vécu, comme j'ai dit en préambule, chaque personne le vit différemment. Mais moi, c'était la façon dont mon corps il a eu à le vivre. Aussi, ça s'est fait d'une façon aussi violente, entre guillemets, et aussi incroyable aussi parce que j'acceptais pas et que je répétais des erreurs que j'ai compris après avec le temps. Mais en fait, je te dis ça, que c'est normal pour que tu saches que si tu te reconnais dans mon discours, tu n'es pas anormal, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. C'est vraiment une réponse biologique de ton corps face à tout ce que ton trouble alimentaire a causé sur ton corps en fait. Donc parallèlement à tout ce que je t'ai raconté, et surtout depuis juillet 2018 d'ailleurs, en fait j'ai vraiment commencé à mettre en place des choses pour ma guérison et pour m'aider à surmonter en fait la faim extrême. Donc déjà j'étais accompagnée par des professionnels, donc par une psychiatre. Je suivais aussi une thérapie cognitivo-comportementale où j'ai travaillé sur mes problématiques de faim extrême mais avec des exercices vraiment concrets. J'ai mis aussi en place plein de petites actions, essayé plein de choses que je lisais dans des bouquins de développement personnel, plein de contenus que je trouvais. J'ai lu d'ailleurs beaucoup de revues, de contenus scientifiques, académiques, même des bouquins, des vidéos, etc. Du contenu pour en fait m'expliquer le fonctionnement du corps humain, les mécanismes du cerveau. Et du coup ça m'a permis de vraiment mieux comprendre la faim extrême, de vraiment en avoir tous les tenants et les aboutissants. Et de savoir comment je devais agir, les actions que je faisais qui me maintenaient davantage dans cette faim extrême, de savoir ce qui était normal, ce qui était pas normal, etc. Alors ça s'est clairement pas fait du jour au lendemain, rien n'a été magique, ça a pas disparu d'un coup. Ça m'a demandé vraiment un vrai travail sur moi-même, sur mes croyances erronées, sur mon rapport au corps, sur le fait de répondre aux besoins réels de mon corps en fait, sur un changement d'état d'esprit quant à la faim extrême. Mais une chose est sûre, c'est que toutes ces informations que j'ai apprises, toutes ces actions que j'ai mises en place, ça m'a clairement aidé à accepter et à surmonter en fait cette faim extrême. Et petit à petit, la faim extrême elle s'est estompée jusqu'à totalement disparaître. Alors parfois elle est revenue, mais d'une façon plus brève, beaucoup moins violente, et je savais comment réagir, comment mieux l'accepter et m'assurer justement que elle revienne pas, que mon corps il ait obtenu en fait réponse à ses besoins. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent ça, peut-être pas de la même façon que moi, comme je le disais, et c'est normal, mais je le sais parce qu'en fait j'ai énormément de messages par rapport à la faim extrême, de personnes qui me disent que elles n'arrivent pas à le gérer, peut-être que t'en fais partie. Je sais ce que c'est, je sais
tout ce que tu vis parce que vraiment j'ai vécu toutes ces émotions-là. Et c'est assez frustrant pour moi parce que je peux pas répondre aux messages Enfin, je peux pas en un message ou deux, ou même avec des vocaux ou avec des mails, je peux pas dire tout ce que j'ai à dire alors que j'ai vraiment plein de choses à apporter, plein d'exercices à proposer, des choses qui m'ont vraiment aidée. Mais c'est compliqué de le faire en quelques messages. Et du coup, j'en ai parlé la semaine dernière, donc dimanche dernier, à ceux qui sont abonnés à ma newsletter, mais j'adore aider les gens, j'adore vraiment, c'est une vocation je pense chez moi, c'est vraiment ça qui me fait vibrer et j'adore tout mon projet, tout No Rain No Flower, c'est vraiment, je suis super fière de tout ce que j'ai déjà fait et c'est vraiment un projet qui me passionne vraiment. Et d'ailleurs, je voulais vraiment vous dire merci parce que je reçois plein de messages de personnes, que ce soit des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, même de proches, qui me disent que grâce à certains contenus, grâce à mes contenus, grâce à tout ce que je fais sur Instagram, avec le blog, le podcast, ça vous permet de vous sentir plus légitime, de vous aider à traverser des problématiques, de mieux comprendre votre proche si vous êtes un proche d'une personne qui souffre de troubles alimentaires. Et vous me donnez plein d'énergie, vraiment, donc merci parce que vraiment je considère que No Rain No Flower, je le bâtis avec vous et c'est vraiment une expérience trop cool que je vis en ce moment, donc vraiment merci. Et c'est pour ça que depuis septembre, j'ai décidé de me lancer vraiment à temps plein sur No Rain No Flower. Et ça m'a permis de vraiment me plonger à 100% sur un contenu vraiment complet et qualitatif qui pourrait vraiment aider. Et donc, j'ai créé le programme Pulsion de vie qui permet en fait de répondre à toutes les questions que tu te poses pour comprendre ce qui se passe dans ton corps, pour identifier les causes, les déclencheurs de ta faim extrême. Je veux vraiment te donner toutes les clés pour t'aider à savoir comment gérer le moment où ta faim extrême se fait ressentir, comment gérer l'après, donc la culpabilité, les sentiments négatifs, tous les effets indésirables qui peuvent arriver à ton corps. Et là, je te parle de 2 modules alors que le programme c'est 6 modules, c'est 34 vidéos avec plus de 5h30 d'explications, de prise de conscience, de partage d'expériences, des erreurs que j'ai faites, de ce qui m'a vraiment aidée. Avec ça, j'ai aussi proposé un e-book de 60 pages parce que pour moi c'était indispensable que tu aies vraiment des exercices concrets à réaliser. Donc il y a 21 exercices pour t'aider durant cette phase de faim extrême. Et il y a plein d'autres bonus. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que vraiment, comme je te dis, j'ai été à ta place dans le sens où combien de fois je me rappelle où j'étais complètement perdue en fait. Quand j'avais ces phases de compulsion, je me rappelle combien de fois je me suis retrouvée dans mon lit en train de pleurer, recroquevillée, en tenant mon ventre tellement j'avais mal. Et je me disais mais je suis perdue, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas si c'est normal, je sais pas comment je dois agir. J'avais plein de peurs, plein de questions en tête. Et je cherchais en fait du contenu sur internet qui pouvait m'aider, j'arrivais pas à trouver exactement quelque chose qui me correspondait, qui correspondait à ce que je vivais en fait. Et j'aurais tellement aimé avoir une personne qui avait vécu la même chose et qui s'en se serait sortie. Et c'est pour ça en fait que j'ai voulu être cette personne-là. Et c'est pour ça que dans ce programme j'ai mis tout ce que j'aurais aimé savoir avant, toutes les réponses aux questions et aux peurs que j'avais, tous les conseils que j'ai appliqués. Ce programme, je l'ai appelé Pulsion de vie d'ailleurs parce qu'avec beaucoup de recul, avec le temps maintenant, je vois vraiment la faim extrême comme une pulsion de vie. C'est-à-dire que c'est mon corps qui voulait vivre en fait, qui demandait de l'énergie parce qu'il voulait vivre et plus survivre. Encore une fois, cette faim extrême, c'est une faim de guérison, une faim réparatrice. Si ce programme t'intéresse, tu peux regarder la page où je t'explique à quoi ça correspond. Et tu pourras voir d'ailleurs aussi les bonus, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce programme. Donc tu pourras trouver ça sur mon site internet, donc norainnoflower.com dans l'onglet programme, ou sinon je te mets le lien en description. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que ces témoignages t'a aidé à te sentir moins seule si tu le vis, à prendre conscience que ce que tu ressens c'est pas un signe de manque de volonté, d'une perte de contrôle, d'une addiction au sucre ou de quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment quelque chose de complètement normal dans le cadre de la guérison d'un trouble alimentaire. Tu n'es pas anormal. N'hésite pas à me partager en commentaire ton expérience avec la faim extrême et de ce que tu as pensé de mon témoignage. Je te remercie de m'avoir écouté et puis je te dis à bientôt, ciao ciao.